La salle d'audience peut être un lieu d'affrontement pour les fous. Et personne n'est surpris. N'oublions pas qu'il s'agit de criminels. Un type a jeté ses propres excréments sur son avocat. Voici les moments les plus fous que vous verrez dans un tribunal. Ricky Hand. Tout d'abord, lors d'une scène troublante et littéralement nauséabonde dans la salle d'audience, Ricky Hand, un homme de 46 ans originaire de Springfield, dans l'Ohio, a provoqué une certaine agitation au tribunal de première instance du comté de Clark. Il a choqué tout le monde en jetant des bouteilles remplies de ses propres excréments et de son urine sur son avocat. Cet incident a eu lieu après qu'il ait été condamné à 40 ans de prison pour une série de vols à main armée. Le jour de sa condamnation, Hand, qui était déjà en détention pour de multiples chefs d'accusation, a réussi à introduire clandestinement des bouteilles de fluide corporel dans la salle d'audience en les dissimulant dans une écharpe de bras. Lorsque le juge Richard O'Neill a prononcé la sentence, Hand a éclaté de colère. Il a ensuite lancé le contenu des bouteilles en direction de son avocat, le frappant et éclaboussant les adjoints qui se trouvaient à proximité. Les adjoints ont immédiatement maîtrisé Hand, qui a ensuite été inculpé de représailles, de harcèlement avec des fluides corporels et d'obstruction à l'exercice de fonctions officielles. Le bureau du shérif du comté de Clark a confirmé que Hand s'était préparé à l'attaque en cachant plusieurs bouteilles sur lui. Pour cette raison, des charges supplémentaires ont été retenues contre lui. Pourquoi Ricky Hand voudrait-il jeter ses excréments? Rien que d'y penser, c'est fou. Bien qu'il ait été rapporté que M. Hand avait mentionné qu'il apporterait des excréments lors de la condamnation, aucune fouille n'a été effectuée avant qu'il n'entre dans la salle d'audience. Le shérif du comté de Clark, Gene Kelly, a reconnu l'erreur et a déclaré qu'une enquête interne était en cours. Les politiques du bureau du shérif prévoient généralement la fouille des personnes entrant et sortant du tribunal, mais ces protocoles n'ont pas été respectés dans le cas de M. Hand. Ricky Hand, qui risquait déjà jusqu'à 52 ans de prison pour ses crimes, a été condamné pour une série de délits, dont le vol à main armée et l'entrée par effraction. Ces activités criminelles avaient endeuillé Springfield avec 14 cambriolages et vols dans des entreprises, au cours desquels il avait utilisé un couteau et une arme factice pour menacer ses victimes. L'inspecteur Ron Jordan, impliqué dans l'affaire Hand, a noté que Hand s'était d'abord montré coopératif au cours de l'enquête, admettant un grand nombre de ses crimes. Le passé criminel de Hand comprend une condamnation pour vol en 2011, pour laquelle il a purgé une peine de 4 ans de prison. Moins de 6 mois après sa libération, il a repris ses activités criminelles, ce qui a conduit à sa dernière condamnation et au drame judiciaire qui s'en est suivi. Cet homme était une menace folle, tant au tribunal qu'à l'extérieur. Il est amusant de constater que ce n'est pas la première fois que l'on assiste à un tel comportement perturbateur dans les salles d'audience. En 2009, dans une affaire similaire, Wesley McGowan avait jeté des excréments sur son avocat et les jurés lors d'un procès pour vol à San Diego. À la suite de ces actes, M. McGowan a été inculpé d'agression et condamné à une longue peine d'emprisonnement. McGowan a été condamné à 31 ans et 4 mois de prison pour ses frasques dans les salles d'audience et les accusations sous-jacentes. Ricky Hand s'est peut-être inspiré de lui. Quoi qu'il en soit, il a finalement été condamné à 40 ans de prison, et ce n'est pas le fait de faire des crottes qui y changera quoi que ce soit. Mais si vous pensez que cette affaire est désordonnée, l'affaire suivante, dans le Nevada, a secoué le monde entier lorsque l'accusé a attaqué un juge en exercice pendant le prononcé de la sentence. Delon Redden. Le premier sur notre liste de fous est Deobra Delon Redden, un criminel de Las Vegas, âgé de 30 ans, qui a lancé une attaque violente contre la juge Mary Kay Holthus lors de sa condamnation. Redden, déjà inculpé de coups et blessures pour une brutale agression à la batte de baseball, avait plaidé la clémence, tentant de convaincre la juge de ses efforts pour réformer son comportement violent. Alors que le juge Holthus commençait à prononcer la sentence, indiquant qu'une peine de prison était inévitable, le comportement de Redden a radicalement changé. Lorsqu'un policier s'est approché pour lui passer les menottes, Redden s'est élancé de la table de la défense, a sauté par-dessus le banc du juge et a violemment plaqué le juge Holthus. Des témoins ont décrit la tête de la juge heurtant le mur et Redden la frappant avant qu'il ne soit maîtrisé par les fonctionnaires du tribunal. Dans le chaos, les actions de Redden ont poussé la juge Holthus à se réfugier sous son bureau, se couvrant le visage en se recroquevillant pour se protéger. La salle d'audience a éclaté lorsque les officiers de justice ont lutté contre Redden au sol, certains d'entre eux ayant apparemment donné des coups de poing pour le maîtriser. Redden, qui n'était pas entravé à ce moment-là parce qu'il n'était pas en détention, avait transformé ce qui était une audience de détermination de la peine en une scène tout droit sortie de Mad Max Fury. Après l'agression, Redden aurait manifesté une hostilité extrême à l'égard de la juge Holthus, disant aux agents pénitentiaires qu'il voulait la tuer, affirmant qu'elle lui en voulait et la qualifiant de diabolique. Redden a été immédiatement incarcéré avec une caution de 54 000 $ pour l'agression et doit maintenant faire face à une série de chefs d'accusation supplémentaires, dont extorsion, coercition par la force et plusieurs chefs d'accusation pour coups et blessures sur une personne protégée. C.
nouveaux chefs d'accusation sont liés non seulement à l'agression du juge Holthus, mais aussi à l'agression des agents qui sont intervenus. Il n'a fait qu'aggraver son cas déjà bien embrouillé. Le juge Holthus, légèrement blessé, a repris le travail le lendemain. Selon le juge en chef, Jerry Weiss, elle devrait poursuivre le lundi suivant la condamnation de Redden pour l'attaque à la batte de baseball. Dans cette affaire, Redden avait d'abord été inculpé d'agression, puis avait plaidé coupable pour une accusation moins grave de tentative de coups et blessures, entraînant des blessures importantes. Le casier judiciaire de Redden est rempli de délits violents, y compris des condamnations antérieures pour 3 crimes et 9 délits mineurs. Cependant, ce sont des personnes qui pensent que ces actions pendant la condamnation ne devraient pas être prises en compte lors de la détermination de la peine. Les personnes qu'il a attaquées au tribunal ne partagent peut-être pas ce sentiment. Lors d'une conférence de presse, le juge Weiss a salué l'action rapide du personnel de la salle d'audience, en particulier de Michael Lasso, l'assistant juridique du juge. Lasso a été reconnu comme étant la première personne à avoir tiré Redden du juge Holthus, ce qui a probablement permis d'éviter des blessures plus graves. Un fonctionnaire du tribunal a dû être hospitalisé pour une entaille au front et une épaule déboîtée lors de l'incident. Un incident fou pour de vrai. Après tout ce qui a été dit et fait. Il risque près de 30 mois pour l'accusation initiale de coups et blessures et 48 mois pour sa fuite devant le tribunal. Mais pour l'instant, il est en prison pour 4 ans pour une toute autre affaire. Comme cette affaire, la suivante porte sur une bagarre dans la salle d'audience. Toutefois, dans ce cas, c'est la famille de la victime qui a attaqué l'accusé. Paul Wade. Une scène dramatique et chaotique s'est déroulée dans une salle d'audience de Louisville lorsque les familles de 2 victimes de meurtre ont affronté le tueur présumé, Paul Wade, au cours d'une audience préliminaire. La bagarre, qui s'est soldée par 4 arrestations, a eu lieu au tribunal de district du comté de Jefferson, où Wade doit répondre des meurtres par balle d'Edward Lamont Smith, 26 ans, et d'Alexis McCrary, 25 ans, survenus le 10 septembre dans le quartier de Russell. La tension est montée d'un cran alors que Wade, vêtu d'une combinaison orange et menottée, était raccompagné dans sa cellule de détention après l'audience de vendredi. Le juge, qui présidait l'audience, a raconté plus tard que Wade s'était moqué des familles des victimes en passant devant elles. Cette provocation a entraîné une réaction explosive des familles, qui se sont élancées vers lui dans une tentative désespérée de le confronter. On sent que la tension monte. Des témoins ont décrit une scène chaotique au cours de laquelle plusieurs membres de la famille ont sauté par-dessus les barrières de la salle d'audience, en criant et en hurlant pour essayer d'atteindre Wade. Les adjoints du tribunal se sont précipités pour maîtriser la situation, tandis que Wade, plaqué contre un mur, assistait au drame. La salle d'audience s'est transformée en un véritable capharnaüm, les membres de la famille grimpant sur les bancs publics et tentant même d'escalader le bureau du juge. La situation a pris une tournure dangereuse lorsqu'un homme a sauté par-dessus le bureau du juge Haney à la poursuite de Wade. Wade, saisissant l'occasion, s'est esquivé par une porte ouverte dans le cabinet du juge pour tenter d'échapper aux proches qui s'avançaient. Un homme, rejoint par au moins un autre, l'a poursuivi dans le cabinet. La juge Haney, visiblement en détresse, a appuyé sur le bouton de panique et a appelé à l'aide à plusieurs reprises alors que le chaos s'installait. La vidéo de la salle d'audience montre les cris désespérés de la juge Haney. Au secours, alors que la lutte se poursuivait. Une adolescente, en classe de 4e, qui suivait le juge pour se familiariser avec la procédure judiciaire, était assise à proximité, visiblement choquée par le pandémonium. On ne peut qu'imaginer le choc qu'elle a ressenti à ce moment-là. Dans la foulée, les procès-verbaux d'arrestation indiquent que des gaz poivrés ont été utilisés pour reprendre le contrôle de la salle d'audience. Les 4 personnes arrêtées, Joshua Whetstone, Monetra Kane, Isaiah Smith et Joshua Smith, ont été accusés de troubles à l'ordre public et d'obstruction aux activités gouvernementales. En outre, Isaiah et Joshua Smith ont été accusés d'agression et de résistance à l'arrestation pour leur rôle dans cette scène de folie au tribunal. Toutefois, la juge Haney a reconnu que c'était la première fois que les familles des victimes voyaient Wade en détention, ce qui a probablement contribué à exacerber les émotions. Elle a noté que les railleries de Wade avaient incité les membres de la famille, ce qui a conduit à l'explosion soudaine. Madame Haney a regretté que la situation ait dégénéré et a suggéré que des mesures telles que le remplacement de la porte manquante près du banc du juge et la présence d'un plus grand nombre d'adjoints auraient pu atténuer la gravité de l'incident. Wade, qui a été arrêté le 13 octobre, doit répondre de 2 chefs d'accusation pour meurtre et d'une accusation de criminel condamné en possession d'une arme de poing. Il a plaidé non coupable. À l'instar de cette affaire, notre prochain cas est celui d'un psychopathe qui a foncé avec son 4x4 sur un groupe de personnes, qui n'a éprouvé aucun remords et qui a rendu la procédure judiciaire aussi chaotique que possible, allant même jusqu'à se moquer des déclarations des victimes. Darrell Brooks. Nous nous rendons ensuite à Waukesha, dans le Wisconsin, où Darrell Brooks, un habitant de Milwaukee, a été condamné à 6 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive le mercredi 16 novembre. Son crime ?
Avoir foncé avec son 4x4 dans une parade de Noël le 21 novembre 2021, tuant 6 personnes et en blessant des dizaines d'autres. En prononçant la sentence, la juge Jennifer R. Dorough a souligné l'absence de remords absolu chez Brooks. Les victimes de cet acte horrible allaient de jeunes enfants à des personnes âgées. Jackson Sparks, 8 ans, Tamara Durant et Jane Coolidge, 52 ans, Leanna Lee Owen, 71 ans, Virginia Sorenson, 79 ans, et Wilhelm Ospel, 81 ans, ont tous perdu la vie à cause des actes irréfléchis de Brooks. Au total, Brooks a blessé 69 personnes lors de cette journée fatidique. Au cours du procès, Brooks a tenté d'affirmer que ces actes étaient dus à des problèmes de santé mentale. Cependant, le juge Dorough n'a pas accepté cette explication. Elle a indiqué que 4 experts avaient évalué l'affaire et n'avaient trouvé aucune preuve à l'appui de la thèse de la non-culpabilité pour cause de maladie mentale. La juge Dorough a ensuite évoqué les faits troublants de l'affaire et les actions de Brooks avant l'événement tragique. Lors d'une partie particulièrement effrayante de la procédure, il a été révélé que Brooks avait eu une violente confrontation avec son ex-petite amie, Erica Patterson, qui est également la mère de l'une de ses filles, juste avant le défilé. Patterson a déclaré que Brooks l'avait frappée au visage alors qu'elle se trouvait dans son 4x4. Darrell Brooks faisait face à de nombreuses accusations, notamment 61 chefs d'accusation pour mise en danger de la sécurité et 6 chefs d'accusation pour homicide intentionnel au premier degré avec utilisation d'une arme dangereuse. Malgré la gravité de sa situation, Brooks a choisi de se représenter lui-même au tribunal, une décision qui a ajouté au spectacle de son procès. Tout au long du procès, Brooks a été un élément perturbateur. Il a fréquemment interrompu le juge, s'est moqué des témoins et s'est comporté de manière erratique, ce qui a entraîné de nombreux retards. Par exemple, il avait des problèmes avec la prononciation du mot « défendeur ». Ces pitreries ont atteint leur paroxysme lorsqu'il s'est engagé dans un face-à-face tendu avec la juge Dorough, ce qui a incité cette dernière à demander une pause. En fin de compte, le comportement erratique de Brooks n'a pas permis de réduire sa peine. Il a écopé de 6 peines de prison à vie pour les homicides et de 17,5 ans de prison pour chacun des 61 chefs d'accusation de mise en danger d'autrui, soit plus d'un siècle derrière les barreaux. Au cours de cette condamnation chargée d'émotions, le juge Dorough a fait part des témoignages déchirants des familles des victimes. Sherry Sparks, qui a perdu son fils Jackson dans l'attentat, a exprimé en larmes le vide profond laissé par son absence, mentionnant que chaque fête leur rappelait son absence. Avant le prononcé de la sentence, 45 personnes, dont des enfants, ont raconté l'impact de l'incident. Leurs récits décrivent de manière frappante la dévastation causée par les actes de Brooks. Jason Peckloff, s'exprimant au nom des communautés catholiques de Waukesha, a critiqué Brooks pour son manque de remords, déclarant qu'il avait volé leur innocence ce jour-là. Jeff Rogers a fait part de l'impact durable sur sa famille après que ses fils ont échappé de justesse à l'attaque, révélant le traumatisme durable auquel ils ont été confrontés. Avant la sentence, Brooks a prononcé un discours, si l'on peut dire. Il a exprimé sa gratitude envers sa famille et son inquiétude pour ses enfants. Il s'est senti incompris, souhaitant que les autres puissent le voir tel qu'il est, alors que ses actes témoignent d'une autre histoire. Il allait passer le reste de sa vie en prison. Darrell Brooks a peut-être été une menace lors de son procès, mais l'accusé dans cette autre affaire est passé à un autre niveau. Alan McCarty. Dans le cadre d'un drame judiciaire qui semble plus digne d'un scénario hollywoodien que de la réalité, Alan McCarty Jr., un Floridien grossier, a été condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir menacé de tuer un juge. Ses accès de colère et son comportement vulgaire au cours du procès lui ont valu 10 jours de prison supplémentaires, ce qui a presque conduit le juge à lui coller du ruban adhésif sur la bouche pour le maîtriser. Alan McCarty Jr., 36 ans, originaire de Milton, en Floride, a été condamné en août pour avoir menacé de mort la juge de circuit Stacia Warren après une décision rendue dans une affaire de garde d'enfants. Ces menaces violentes ne se sont pas arrêtées là. Il a également visé l'enfant à naître d'un procureur. La salle d'audience a été un champ de bataille dès le début. Monsieur McCarty a proféré des injures lorsque le juge Foxman a lu sa sentence. McCarty a crié, ce qui a incité Foxman à le faire sortir de la salle d'audience. Même en son absence, la voix de McCarty résonnait dans le palais de justice alors qu'il continuait à proférer des jurons et des insultes raciales depuis une pièce séparée où il observait les débats à travers une vitre sans teint. Les perturbations de McCarty ont commencé bien avant sa condamnation. Ces tirades étaient si persistantes que le juge Foxman avait déjà prévenu qu'il mettrait du ruban adhésif sur la bouche de McCarty s'il continuait. À un moment donné, McCarty a grossièrement suggéré au juge de lui faire un acte sexuel, proposition que Foxman a poliment déclinée en déclarant « Je préfère ne pas le faire ». Bien qu'il ait été placé dans une salle séparée pendant le procès, le comportement de M. McCarty ne s'est pas amélioré. Il a insulté son avocat commis d'office, Ryan Belanger, a refusé de porter une tenue correcte dans la salle d'audience et a continué à proférer des remarques désobligeantes. Le jury, composé de 3 femmes et de 3 hommes, n'a mis que 30 minutes à condamner M. McCarty pour de multiples chefs d'accusation, dont menaces d'extorsion et corruption par la menace à l'encontre d'un agent public.
Rien d'étonnant à cela. Ces menaces ne se limitèrent pas au juge Warren. Il a également insulté les répartiteurs lors d'appels téléphoniques. Monsieur McCarthy, qui a assisté au verdict depuis son espace clos, est resté inhabituellement silencieux à la lecture des verdicts de culpabilité. Les menaces de Monsieur McCarthy découlèrent de sa colère d'avoir perdu la garde de ses enfants. Il a affirmé que ces menaces n'étaient que des mots et qu'elles ne devaient pas être prises au sérieux. L'assistante du procureur Ashley Terwilliger a souligné la gravité des actes de Monsieur McCarthy, précisant que la juge Warren craignait réellement pour sa vie. Les enfants de Monsieur McCarthy vivaient au Texas depuis des années et il ne les avait pas vus depuis 2020. Tout au long du procès, le comportement de McCarthy a été un défi constant. Il a interrompu la procédure à plusieurs reprises, a refusé de coopérer avec sa défense et a même prétendu que ses droits étaient violés alors qu'il était détenu dans une pièce séparée. Ces actions extrêmes ont conduit à une présence renforcée de la sécurité, y compris une ceinture électrique portée sous sa combinaison, capable de délivrer une décharge électrique en cas de besoin. Au cours du procès, McCarthy a proféré des menaces alarmantes dans des appels enregistrés, jurant d'exécuter le juge Warren dans la rue. Madame Warren a témoigné de la peur qu'elle a ressentie en apprenant les menaces de M. McCarthy. Malgré les interruptions fréquentes de McCarthy, la salle d'audience est restée calme. Finalement, malgré sa mauvaise conduite, il a été condamné à 20 ans de prison. Ensuite, c'est une affaire qui semble tout droit sortie d'une émission télévisée de grande écoute. Une affaire non résolue, une enquête qui s'étend sur des décennies et un meurtrier psychopathe. Joseph Ziller. Joseph Ziller, un double meurtrier de Floride, a été condamné à mort pour le meurtre brutal en 1990 de Robin Cornell, 11 ans, et de Lisa Story, 32 ans. Ziller, 61 ans, a stupéfié la salle d'audience non seulement par ses crimes effrayants, mais aussi par ses singeries macabres, notamment en griffonnant le mot « tueur » sur ses fausses dents et en proférant des insultes ignobles à l'encontre des familles des victimes. Revenons en arrière. Par une nuit tragique de 1990, John Cornell a laissé sa fille Robin à la garde de son amie Lisa Story dans leur appartement de Cape Coral. À son retour le lendemain matin, elle a découvert que toutes deux avaient été sauvagement assassinées. L'affaire est restée sans suite pendant 26 ans, jusqu'à ce qu'en 2016, une correspondance ADN permette de relier Joseph Ziller, alors emprisonné pour une agression sans rapport avec l'affaire, à la scène de crime. Le procès de Ziller a révélé toute l'étendue de sa brutalité. Il avait non seulement étouffé ses victimes, mais les avait également agressées sexuellement. Pour tenter d'expliquer la présence de son ADN, Ziller a concocté un mensonge éhonté, affirmant qu'il avait eu des relations sexuelles avec John Cornell quelques mois avant les meurtres. Ce mensonge a été rapidement démenti par les procureurs qui ont souligné qu'il était improbable que l'ADN reste détectable pendant une période aussi longue. Ziller a répondu par une insulte ignoble, traitant John Cornell de cochon, qui ne lavait jamais ses draps. Tout au long du procès, Ziller a fait preuve d'une absence de remords inquiétante, se moquant souvent de John Cornell et des autres personnes présentes dans la salle d'audience. Son comportement bizarre a atteint son paroxysme lorsqu'il est apparu avec le mot « tueur » grossièrement écrit sur ses fausses dents, un geste malsain destiné à choquer et à provoquer. John Cornell, qui n'avait jamais perdu l'espoir de retrouver l'assassin de sa fille, a décrit Ziller comme un être sans pitié et malfaisant. Dans les années qui ont suivi les meurtres, on a conseillé à Madame Cornell de garder le corps de sa fille intact pour d'éventuelles preuves médico-légales. Cette décision l'a hantée, mais en 2010, après que les enquêteurs ont confirmé que le corps n'était plus nécessaire pour l'affaire, elle a fait incinérer Robin. Le jour de la condamnation de Ziller, Madame Cornell a trouvé du réconfort en disant à sa fille « Tu peux te reposer maintenant ». Mais le drame a atteint son paroxysme le jour de la sentence. Ziller a soudainement attaqué son avocat, Kevin Shirley, en lui assénant un coup de coude à la tête. Les huissiers ont rapidement maîtrisé Ziller, qui a ensuite été expulsé de la salle d'audience. C'est à vous de leur dire, monsieur l'avocat. Un jury avait précédemment déclaré Ziller coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. 10 jurés sur 12 ont recommandé la peine de mort. Le comportement de Ziller tout au long du procès, notamment les cris et les gestes vulgaires qu'il a adressés au jury, n'a fait que renforcer leur décision. La procureure Amira Fox a souligné que la condamnation de Joseph Ziller a permis à Robin Cornell et Lisa Story de tourner la page, ce dont elles avaient grand besoin. Elle a indiqué que la peine infligée à Joseph Ziller montre vraiment la gravité et l'horreur de ses crimes. L'affaire a hanté la famille pendant près de 30 ans. John Cornell, mère éplorée, a exprimé à la fois son soulagement et sa tristesse d'obtenir enfin justice pour sa fille et son ami après une si longue attente. Même si les crimes ont été terribles, la condamnation de Ziller et sa peine de mort ont permis de tourner la page. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Découvrez d'autres vidéos de tribunaux passionnants sur l'écran.